Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français, je m'appelle Arthur. Découvrez mon site internet aufonddelaclasse.com pour des conseils de méthode et d'organisation et des cours sur les œuvres au programme. Le lien dans la bio du podcast, aufonddelaclasse.com. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la fin des lettres d'une péruvienne et du choix par Zilia du simple plaisir de vivre. Dans ce dernier épisode consacré aux lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny, on va s'intéresser à la fin du roman et à la surprise que l'autrice y ménage, parce que cette fin est tout sauf ce à quoi on s'attendait au tout début du roman. La dernière lettre s'ouvre sur une situation qu'on connaît bien. D'Eterville revient de Malte, écrit à Zilia pour lui dire qu'il l'aime toujours et lui demande de la voir. Et on sait tout ce que d'Eterville a fait pour Zilia, la petite maison, la bibliothèque, les ornements du soleil reconvertis en propriété. Il l'aime sincèrement, respectueusement, et depuis le début, ou presque, du roman. Et les lecteurs et les lectrices de 1747 attendaient donc que Zilia accepte. C'est la logique du roman sentimental. L'héroïne abandonnée par le premier homme qu'elle aimait trouve finalement le second, et dans ce second, l'amour vrai. C'est une fin heureuse qui est attendue. Et c'est ce que, sans doute, beaucoup de romans du XVIIIe siècle auraient fait. Graffigny fait le contraire. Zilia refuse d'Eterville, sans brutalité, mais sans ambiguïté. Ma bonne foi trahie ne dégage pas mes serments. Asa l'a trahi, mais elle n'en sera pas libérée par un autre amour. Elle refuse le couvent, n'a jamais cessé de le dénoncer d'ailleurs, on n'allait pas la voir y entrer à la dernière page, ça aurait été curieux, et elle ne meurt pas, contrairement à Manon Lescaut, contrairement à presque toutes les héroïnes de romans du XVIIIe siècle qui finissent par mourir de leur destinée contrariée. Zilia, elle vit, reste toute seule et choisit cette solitude. Alors, ce triple refus du mariage, du couvent et de la mort, d'une certaine manière, est en lui-même une position philosophique et, on pourrait dire, en employant un mot moderne, féministe, d'une clarté rare pour 1747, parce que ça dit une chose essentielle. Une femme peut exister en dehors de ces trois issues. Elle peut simplement vivre, seule, libre et chez elle. Qui plus est. Et la lettre ne s'arrête pas d'ailleurs à des refus. Elle ne se contente pas de dire non, au contraire, elle dit aussi oui. Elle propose une vision de ce que peut être une vie bonne, indépendante, intellectuelle. Zilia invite d'Eterville à venir la voir, non pas pour être son mari, mais pour être son ami. Et elle lui propose un échange. Je vous cite le texte. « Vous me donnerez quelques connaissances de vos sciences et de vos arts. Vous goûterez le plaisir de la supériorité. Je le reprendrai en développant dans votre cœur des vertus que vous n'y connaissez pas. » Donc, l'échange qu'elle propose à d'Eterville est basé sur l'égalité. Il apporte ses savoirs, lui, et elle apporte ses savoirs, elle. Et ce n'est pas la soumission d'une femme reconnaissante envers l'homme qui l'a aidée, qui lui a tout donné. Non, c'est un contrat entre égaux. Chacun donne ce qu'il a, chacun reçoit ce qui lui manque. Et Zilia a quelque chose à donner, les vertus. Pas les sciences, pas les arts, sans doute. Les vertus. Ce que la société française a précisément perdu. Et la lettre se clôt par une formule, peut-être la plus philosophique de tout le roman, que je vais vous lire en entier, parce qu'elle mérite vraiment d'être entendue. Le plaisir d'être, ce plaisir oublié, ignoré même de tant d'aveugles humains, cette pensée si douce, ce bonheur si pur, je suis, je vis, j'existe, pourrait seul rendre heureux si l'on s'en souvenait, si l'on en jouissait, si l'on en connaissait le prix. Alors arrêtons-nous une minute sur la formule centrale de cet extrait-là et qui est bien connue. Je suis, je vis, j'existe. Trois verbes qui disent la même chose, une triple redondance volontaire, bien sûr, qui insiste, qui martèle, qui répète le seul fait d'être en vie.
C'est pas une formule creuse, c'est l'aboutissement en fait de tout le roman. Zilia a perdu le temple, elle a perdu Asa, elle a perdu la patrie, elle a perdu l'illusion que la France pourrait être un monde meilleur. Et puis il lui reste ceci, elle est, elle vit, elle existe. Et c'est suffisant. Ça n'est pas la résignation d'une vaincue, pas du tout. C'est la sagesse d'une femme qui a traversé le monde et qui en a gardé l'essentiel. Et qui choisit donc le plaisir de vivre, le plaisir de profiter, d'être et d'en tirer tous les plaisirs les plus simples qu'on puisse imaginer. Et cette fin, c'est aussi profondément celle de Françoise de Graffigny elle-même. Elle est veuve d'un mari qui a été violent, elle a été longtemps sans ressources, elle a construit son indépendance par l'écriture. Elle ne s'est jamais remariée, et on sait qu'un de ses amis, Turgot, lui a demandé de marier son personnage. Eh bien, elle ne l'a pas fait. Comme si une héroïne de roman ne devait pas terminer comme ça. Elle lui a répondu dans une lettre, « Non, tranquillise-toi, Zilia ne sera pas mariée. Je ne suis pas assez bête pour cela. » Cette formule, elle est belle par sa franchise. Je ne suis pas assez bête pour cela. Donc, de même que Zilia résiste à d'Eterville, eh bien, Graffigny résiste aux lecteurs, aux lectrices qui voudraient ranger peut-être son héroïne sous les lois d'un mari. La romancière et son personnage font le même choix, celui de la liberté, qui est rendu possible, il faut le dire aussi par la même chose, l'autonomie financière, la maison, les livres. Le roman s'ouvrait sur un cri « Asa, mon cher Asa !» et il se referme sur une invitation à vivre. Et c'est ça finalement le sens le plus profond du parcours. Un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Ce nouvel univers, ça n'est donc pas seulement la France, avec ses hypocrisies, ses galanteries, et son éducation défaillante, en particulier pour les femmes, ses meubles dorés sur le bois qui cachent quelque chose de faux et en tout cas de sans valeur. C'est pas seulement le monde des arts, des spectacles, des campagnes, des forêts. C'est quelque chose aussi de plus intime, de plus fondamental, celui d'une existence choisie, d'une vie qu'on décide de vivre pour soi, dans la solitude et la liberté, avec les livres pour compagnons et sa propre pensée pour ressources. C'est peut-être ça le vrai voyage de Zilia, le vrai voyage de Françoise de Graffigny aussi, et c'est pas un voyage de Cusco à Paris celui-là, mais celui de la soumission vers la liberté. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet des lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.